Génial. Donc, bonjour tout le monde. Laura et moi, on est très heureuse de vous présenter aujourd'hui une version très synthétique là, d'une conférence qu'on donne sur gouvernance mondiale de la biodiversité. Je me prétends pas experte de la biodiversité, c'est beaucoup plus encore le chapeau de Laura sur ces questions-là et de voir qui est présent aujourd'hui. Donc, on n'est pas des scientifiques de sciences dures, mais de sciences sociales. Donc, on s'intéresse à la gouvernance des questions de biodiversité à l'échelle internationale. Puis c'est quand même intéressant d'avoir le privilège de faire ce dialogue-là entre vous. Parce que par expérience, là, pour avoir rencontré très souvent des gens de l'autre côté, ils ont des excellentes connaissances sur comment ça fonctionne le vivant, mais de comprendre après comment c'est difficile de faire percoler ces questions-là vers le haut et d'expliquer un peu cette gouvernance-là, ben souvent, c'est les lacunes que nous, on a comme expertise. Et donc, ça crée là, des contextes, des discussions extrêmement riches entre nous. Donc, je suis très heureuse de faire cette conférence-là. Donc, moi, je suis Annie Chaloux, je suis professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et je suis titulaire de la chaire de recherche en diplomatie scientifique climatique. Et pour m'accompagner, donc, j'ai Laura Fekino. Laura, je vais te laisser te présenter. Oui, donc bonjour, moi c'est Laura Fekino, puis je suis étudiante à la maîtrise en études politiques appliquées en recherche, puis je suis également auxiliaire de recherche avec la professeure Annie Chaloux, justement. Son mémoire porte d'ailleurs sur le rôle du Québec dans la gouvernance mondiale de la biodiversité, donc qui devrait achever incessamment. Donc, je fais Ouais, pression très, ultime très pour que ça prochainement, on le souhaite. perfecte. Exact. Donc aujourd'hui, en fait, le but de la présentation, c'est de vous présenter rapidement. Je vais vous présenter dans un premier temps là, un peu cette petite histoire de la gouvernance mondiale de la biodiversité. Donc, un peu les premiers jalons qui ont permis de créer cette gouvernance-là. Et dans un deuxième temps, ben, Laura va vous expliquer de manière encore plus concrète là, comment s'articulent les COP de la biodiversité, c'est quoi les structures, qui sont les acteurs qui négocient ces processus-là et de voir aussi le cas de la COP 16, donc de la plus récente COP à Cali. Laura qui a pu participer là, aux deux dernières COP, donc ça nous permet quand même d'avoir un paysage, une compréhension là, plus approfondie de tout ça. Et donc, rapidement, simplement vous expliquer que, tu sais, on situe la gouvernance mondiale de la biodiversité telle qu'on la connaît aujourd'hui beaucoup à partir de l'année 1992, année du sommet de la Terre qui avait lieu à Rio de Janeiro. Mais auparavant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que cet enjeu-là vienne à être un enjeu mis à l'agenda politique au niveau international, mais auparavant, il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant qu'on parle de biodiversité, quand on parlait de protection de l'environnement, de manière générale, il y avait deux grands courants philosophiques qui ont mené à des traités internationaux importants, qui étaient des mouvements qui étaient axés sur la conservation et la préservation. Et ça peut sembler similaire, là, mais c'est un peu différent là, comme mouvement. Dans le mouvement du préservationnisme, c'est vraiment cette idée de protéger les territoires de l'humain destructeur. Donc, c'était toute cette idée de créer des parcs nationaux, par exemple, le premier parc national qui a été créé à la fin du 19e siècle, là, aux États-Unis, il y a le parc de Yellowstone, qui est le plus emblématique. Au Canada, on a le parc national de Banff, qui s'est fait aussi dans cette logique-là. Mais quand on parlait de protéger la nature pour ce qui est, tu sais, dans une vision très romantique, là, tu sais, la préserver de l'humain, de l'homme destructeur, et donc, ça a aussi créé des oppositions avec notamment des groupes autochtones qui, eux, habitaient, par exemple, sur certains territoires qui ont été expulsés de territoire en entier. Puis, il y a aussi un autre mouvement qui est le mouvement conservationniste qui, lui, était lié à une vision précurseur du développement durable. Donc, on préserve, en fait, l'idée du conservationnisme était d'une vision plus utilitariste de la nature, donc une vision où il fallait avoir une gestion raisonnée des ressources de bois, de foresterie, de nature. Et ces deux courants-là, en fait, vont coexister et vont un peu s'opposer là, tout au long du 19e, 20e siècle. Donc, des traités internationaux vont être mis en place. Je pense souvent, là, quand on parle d'utilité, là, il y avait même une convention qui était une convention pour protéger les oiseaux ou les espèces utiles à l'homme. Fait que le nom faisait même partie de cette convention internationale-là. Mais grosso modo, au fil du temps, donc,
tranquillement, il va y avoir une architecture de la gouvernance mondiale de la biodiversité qui va apparaître, notamment la création de l'UICN, pardon, en 1948, qui est une organisation un peu hybride, organisation internationale, ONG à la fois, là, qui permet en fait de d'avoir davantage, de mieux documenter finalement la protection de certaines espèces. Convention aussi, la convention Ramsar qui va être adoptée en 1971, qui, elle, visait expressément la conservation, l'utilisation, la protection des milieux humides. Convention aussi CITES en 1973, qui était la convention pour les espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Donc, on voit qu'il y a quand même une petite construction qui va s'opérer. La différence, c'est qu'avec la Convention sur la biodiversité qui est adoptée en 1992, c'est que là, on passe dans une démarche qui est beaucoup plus globale, qui est beaucoup plus générale en tant que telle. Euh, et c'est vraiment un moment charnière, un moment qui est extrêmement important, 1992. Pourquoi? Parce que dans les années 80, en fait, la communauté internationale commence à s'inquiéter de trois grandes crises. En fait, crise de biodiversité, crise liée au changement climatique et les problématiques liées à la déforestation et à la désertification. On décide donc de faire converger à Rio l'ensemble des États de la planète pour un sommet qui était le sommet sur l'environnement et le développement qui avait lieu à Rio, où on voulait donc adopter des traités, on voulait négocier des nouveaux traités, on voulait aboutir avec un traité sur les forêts qui ne verra jamais le jour, mais on va aussi entreprendre des négociations pour adopter une convention sur la désertification qui va être adoptée quelques années plus tard. Mais deux grosses conventions vont être adoptées à Rio, Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Pour cette convention, là, c'est hyper important. Donc, trois grands objectifs qui vont guider cette convention-là. Premièrement, c'est protéger la diversité génétique, protéger la diversité des espèces et, bien sûr, des écosystèmes. Et associé à ça, donc, on va avoir une perspective de conservation de la biodiversité, d'utilisation durable et juste de ces différentes composantes. Par exemple, puis ça, je vais y revenir un petit peu plus loin, mais la question de la biodiversité aussi pour les pays en développement, elle est très importante parce qu'ils ne veulent pas être considérés simplement comme un puits de ressources de biodiversité qui ne bénéficiera jamais aux communautés pour avoir, par exemple, protégé les ressources ou avoir certains savoirs liés à des ressources qui pourraient, par exemple, en médicaments, en pharmaceutiques, etc., bénéficier à la communauté internationale. Donc, on a vraiment une vision beaucoup plus durable et équitable du partage de ces ressources-là. Donc, la Convention sur la diversité biologique, on appelle ça une convention cadre, elle vient fixer en fait des grands principes, des grands idéaux sur lesquels d'autres protocoles ou d'autres ententes vont venir s'ajouter, hein, créer les murs un peu pour pouvoir préserver la biodiversité à l'échelle mondiale. Encore plus rapidement que la Convention sur les Nations Unies sur les changements climatiques, là, elle va entrer en vigueur très, très rapidement, cette convention-là. Entrer en vigueur, c'est quoi la différence, là? C'est que quand un traité est adopté, il faut qu'après ça, les États retournent chez eux et fassent un processus à l'interne de ratification du traité. Parce que les négociateurs qui négocient ont un mandat de négocier, mais ils ne peuvent pas adopter n'importe quel texte international sans après ça le rapporter auprès de leurs législateurs. Fait que c'est un processus qui se fait comme en deux étapes. Donc, on a une entente de principe qui est l'adoption d'un traité, puis par la suite, les États vont le ratifier. Et quand un nombre suffisant d'États le ratifie, ben, un traité entre en vigueur. Fait que c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes. Dans le cas de la Convention sur la diversité biologique, donc, en 93, le traité entre en vigueur et dès l'année suivante, en 1994, la COP 1 à Nassau qui a lieu. Particularité, élément important pour nous à savoir puis à garder en tête, c'est que dès le 96, le secrétariat de cette COP-là va être à Montréal, de cette convention-là, pardon, va être à Montréal. Le secrétariat
pour la Convention sur les changements climatiques est à Bonn, donc en Allemagne. Montréal va accueillir le secrétariat, le secrétariat. Et ça, c'est un aspect très important. Puis pendant très, très longtemps, malheureusement, tant le Canada et le Québec ont comme minimisé l'importance qu'avoir un secrétariat international peut avoir, tu sais, parce que ça vous donne une influence potentielle énorme parce que vous êtes à côté à la fois du secrétariat, mais de toutes les personnes qui négocient, discutent, sont préoccupées par les questions de biodiversité. Laura va probablement y revenir un petit peu plus loin. Aussi, donc, dans les premières années, c'est vraiment des années importantes. Là. Il va y avoir 3 COP consécutives à chaque année, puis ensuite, les COP vont toujours avoir lieu aux 2 ans. Alors que les COP en changement climatique, c'est pour ça on était dans une COP 30, ont lieu à chaque année. Question de biodiversité, c'est aux 2 ans que ça a lieu. Et donc, les premières années servent grosso modo à mettre en place toute la structure, l'articulation de cette convention-là. Et assez rapidement, en fait, il y a certaines préoccupations qui émergent, qui vont mener à la création de d'autres traités, qu'on va appeler des protocoles, là, qui sont liés à la Convention sur la diversité biologique. Premier protocole qui est hyper important, c'est le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques. En fait, c'est la convention qui vient régir le fonctionnement, notamment de tout ce qui est OGM. Donc, c'était une préoccupation dans les années 90. Il y avait beaucoup, beaucoup de tensions sur la question des OGM. Et on va parvenir donc à négocier ce qu'on a appelé le protocole de Carthagène en l'an 2000. Donc, ça vient quand même assez rapidement là, dans le processus. Par la suite, dans les années 2000, la question de la biodiversité est quand même est plus souvent qu'autrement en arrière-plan, je vous dirais, par rapport à la question des changements climatiques. Vous l'avez sans doute observé également, mais reste que c'est quand même une décennie où il y a certains jalons qui sont mis en place. En 2002, tout d'abord, il y a un nouveau sommet. OK? Donc, aux 10 ans, il y avait un sommet de la Terre qui s'organisait. Donc, 2002 va être le sommet mondial sur le développement durable qui va avoir lieu à Johannesburg. Et là, on va réaffirmer l'importance de la protection de la biodiversité, puis on va adopter un objectif de biodiversité qui, va être assez difficile à être mis en œuvre. Par la suite, en 2010, 2 autres événements importants. Donc, 2010, on va adopter un nouveau protocole qui, lui, concerne le partage des avantages. Ça, c'est hyper important parce que ça fait écho à ce que je vous ai mentionné en début de présentation. Ce qui arrive, c'est qu'il y avait énormément de pression pour qu'on ait une entente sur la question de l'équitabilité, si on veut, en matière de biodiversité. Puis comment ça se manifeste, notamment, c'est que pendant des décennies, il y avait vraiment une vision très coloniale de la biodiversité. Les entreprises pharmaceutiques, les États allaient dans des pays en développement riches en biodiversité, pouvaient prélever certaines ressources génétiques qui étaient peut-être connues par des groupes autochtones pour guérir certaines maladies, avoir certains même produits cosmétiques ou autres. Et en fait, donc, une fois qu'il y avait pu isoler certaines particularités d'une ressource génétique, après ça, pouvait la produire à l'extérieur, puis la communauté, soit qui avait gardé ce savoir-là, ou encore qui protégeait cette ressource-là, ne recevait rien. Et ça, c'était vraiment considéré comme un enjeu hyper important pour les pays en développement, et c'est ce qui a mené donc à ce protocole-là pour qu'on puisse assurer un minimum de retour pour les communautés qui étaient un peu les protectrices de cette biodiversité-là. Et donc maintenant, quand, par exemple, on fait de la recherche sur certaines ressources génétiques, ben, il y a des processus législatifs qui viennent guider la manière dont on fait la recherche, comment on utilise les données, comment on commercialise ces éléments-là, et c'est assez important. Et aussi, il va y avoir donc les objectifs d'Aichi qui vont s'inscrire dans la décennie de la biodiversité. Là, toute la décennie 2010, c'était la décennie de la biodiversité. On souhaitait faire en sorte qu'à l'échelle mondiale, il y ait un rehaussement des préoccupations et de l'intérêt d'aborder les questions de biodiversité à travers, tu sais, d'en faire un enjeu plus majeur.
parce que c'était encore quand même quelque chose qui était beaucoup plus en arrière-plan que les questions de changement climatique. Et donc, dans cette période-là, par la suite, donc, il va y avoir cette décennie-là dans laquelle on va se donner une série d'objectifs pour 2020 qui va guider quand même plusieurs processus décisionnels. Aussi, 2012, c'est quand même une année qui est importante parce que c'est là où le régime va se doter d'une entité d'experts, en fait, qui est l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour les questions de biodiversité. Puis ça joue un rôle extrêmement important. Pourquoi? Parce que le GIEC a été créé avant même l'adoption de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et les rapports du GIEC ont toujours précédé, en fait, les grands traités ou les nouveaux objectifs que les États se fixaient. Puis ça, c'était hyper important parce que ça permettait de baser les processus décisionnels sur la science. Sur les questions de biodiversité, on n'avait pas cet équivalent-là. Cet équivalent-là va être créé seulement en 2012. Et ça va par la suite contribuer à démocratiser les savoirs sur la question de la biodiversité, de renforcer aussi les connaissances pour plusieurs acteurs et va donc aider par la suite à l'établissement là, du cadre mondial pour la biodiversité qu'on va voir dans les prochaines diapos. Donc, cette entité-là va être créée en 2012. Par la suite, les questions de biodiversité donc, vont suivre leur cours. En 2020, on est censé adopter un nouveau cadre mondial, mais pandémie mondiale, la COP est reportée de 2 ans et va même être faite en deux séquences. Une première séquence va avoir lieu en Chine, à Kunming, mais à distance, parce qu'on est encore dans un monde où il y a beaucoup de restrictions au déplacement. Et Montréal, étant le siège de la COP, va accueillir la deuxième partie de la conférence en décembre 2022. Peut-être que certains d'entre vous y avaient même participé. Et donc, cette COP-là va avoir lieu en 2022 et va accoucher l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité. Je vais laisser la parole à Laura parce qu'elle, elle va pouvoir vous parler du fonctionnement puis aussi de voir même plus récemment comment ça s'articule. Mais juste avant, je voyais, Francis, vous aviez une question. Ouais, j'avais une question. Je me demandais, c'était quoi la différence entre un cadre mondial, un protocole, puis une convention, au fond? En fait, une convention ou un protocole, dans les faits, c'est la même chose. Un protocole, c'est juste que c'est une convention c'est une convention cadre, c'est celle qui fixe tous les paramètres de discussion. Puis un protocole, ils vont se servir des valeurs, des principes de cet accord-là pour avoir comme un accord plus spécifique. Mais dans les faits, ça a le même statut juridique au niveau du droit international. OK, les États, il y a un processus où tu adoptes ce traité-là, où, en théorie, puis on pourra en reparler plus tard si ça vous intéresse, mais en théorie, les États doivent respecter les engagements de ce traité-là et il peut y avoir même des traités peuvent avoir jusqu'à des sanctions en cas de non-respect, par exemple. Souvent, en environnement, par contre, on ne fait pas ce processus de sanction-là, sinon les États n'y adhèrent pas. C'est du droit international, c'est beaucoup plus mou que du droit national sur ces questions-là. Et tandis que le cadre mondial, ben ça, c'est comme un processus décisionnel qui se fait dans le cadre de la COP et où les États, par consensus, on adopte un nouveau texte qui nous guide dans nos choix, mais qui a une valeur de contrainte beaucoup plus faible quand même. Mais comme tout ça est quand même, somme toute, assez flou, OK? Ben, l'idée, c'est de voir comment on déploie des incitatifs pour encourager les États à toujours en faire plus sur ces questions-là. Fait que là, on rentre vraiment dans du mou, très mou. Plus les termes deviennent flous, plus on comprend que ça aussi, ça veut dire qu'en termes de reddition de comptes, c'est plus difficile. OK, merci. Est-ce que dans le fond, les pays doivent aussi ratifier des cadres mondiaux et des protocoles ou c'est vraiment juste la convention qui ratifie? Quand on parle de processus de ratification, là, on est vraiment dans le cadre du processus formel du droit international. Donc là, oui, ça, on doit le faire. Dans le cadre du cadre mondial, c'est une décision. En fait, le cadre mondial, c'est une décision de la COP. La COP, c'est quoi? C'est les États qui font partie de la convention. Fait qu'eux se sont engagés par consensus à adopter ce texte-là. Mais il n'y a pas nécessairement d'obligation ensuite pour l'État de retourner puis d'adopter toutes les composantes de ce cadre-là. Et là, la différence, en fait. OK, merci.
Puis, si je peux juste rajouter, c'est aussi possible pour certains États qui ont adhéré, qui ont ratifié justement la Convention sur la biodiversité, c'est possible qu'ils ne ratifient pas, donc ils n'adhèrent pas à des protocoles. Puis, je prends l'exemple du Canada, vu que c'est le plus proche de nous, mais le Canada n'a jamais ratifié le protocole de Carthagène là, dont Annie parlait il y a quelques minutes. Donc, c'est aussi possible de faire un peu de cherry picking, si on veut, dans ce à quoi on adhère ou pas, du moins dans le cas des protocoles qui sont sous une convention, qui sont rattachés à la convention. Puis en fait, peut-être que je peux me permettre d'ajouter juste une mini parenthèse sur ça, c'est des fois ça peut paraître banal, mais tu sais, moi je travaille plus sur sur les questions de climat, mais quand un État peut être partie, par exemple, de la Convention cadre, comme les États-Unis, mais ne font pas partie de l'accord de Paris, tu sais, qui est une composante de l'accord, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que, par exemple, un pays qui fait pas partie, qui fait partie de la Convention, ben, a accès au processus décisionnel, fait que peut négocier des textes. Quand tu n'es pas partie, tu ne peux pas. Ou bien, si, mettons, dans le cadre d'entente, il y a des décisions financières qui permettent d'un pays de recevoir des fonds, ben, si tu ne fais pas partie, tu peux pas aller chercher des fonds dans le cadre de ce programme-là. Fait que ça devient des éléments importants. Dans le cas du climat, ça a même eu des incidences très concrètes quand le Canada avait décidé de ne pas avoir une deuxième phase dans le protocole de Kyoto. Là, en 2011-2012, il y avait des entreprises canadiennes qui, comme elles avaient décidé, elles, de participer à la construction de systèmes de droit carbone. OK? Donc, c'est une entreprise de Montréal même qui, elle, avait produit des technologies qui permettaient de réduire des gaz à effet de serre dans un pays en développement. Mais comme le Canada n'a pas donné suite, elle avait tout construit son marché, son système pour qu'elle reçoive de l'argent du marché de carbone. Mais comme le Canada n'en faisait plus partie, il a fallu qu'il y ait un autre pays développé qui accepte d'acheter les droits de cette entreprise-là, sinon cette entreprise-là aurait fait faillite. Ça vous donne une idée, ça va jusque-là, en fait. Donc, il y a quand même des éléments très importants quand on participe formellement à un régime où on y participe pas. Je te laisse continuer, Laura, tu me dis quand tourner les diapos. Super, parfait. Ben, maintenant qu'on a vu, merci Annie pour ce survol justement de l'histoire de l'évolution de la gouvernance mondiale de la biodiversité, ça en met bien en table. Puis moi, je vais plus m'attarder en fait au fonctionnement, à l'organisation de cette gouvernance mondiale-là. Donc, vous allez voir certains jalons historiques là, tout de même revenir. Donc, tout d'abord, ben, c'est certain qu'il existe une variété de forums internationaux qui traitent de questions sur la biodiversité. Annie en a nommé quelques-uns comme le CITES, Ramsar, etc. Mais la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la biodiversité, donc la CDB, c'est tout de même le cadre principal sous lequel se déroulent les négociations internationales sur la biodiversité. Puis la CDB, ben, elle réunit 196 parties. Donc, les parties sont des États membres qui adhèrent justement, qui ratifient cette convention et qui se dotent collectivement d'objectifs communs pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Puis, en fait, dans ce contexte-là, la CDB s'est dotée d'une COP, donc d'une conférence des parties, qui réunit justement les parties et qui est en fait l'organe décisionnel. Donc, c'est vraiment là que les parties vont prendre collectivement des décisions. Ce sont des réunions, comme Annie a dit, qui se déroulent tous les 2 ans. C'est là que les États vont se réunir pour évaluer les progrès qui ont été effectués, négocier également de nouveaux engagements, puisque l'état de la biodiversité évolue au fil du temps et il y a de nouvelles mesures qui sont nécessaires au fil du temps. Donc, les États membres vont mettre à jour aussi les plans stratégiques décennaux. Et je vous donne un exemple. Comme Annie a dit, le plan stratégique 2011-2020 avec les objectifs d'Aichi. Et plus récemment, ben, on se fait de nouveaux objectifs décennaux qui sont les 23 cibles du cadre mondial à l'horizon 2030. Normalement, ça aurait commencé en 2021, mais bon, à cause de la pandémie, on a commencé en 2022. Donc, ça nous laisse encore moins de temps pour réaliser les objectifs décennaux là, à l'horizon 2030. Donc, sinon, ben, les COP, c'est là qu'on négocie, qu'on adopte les décisions, qu'on adopte les protocoles aussi, qu'on a mentionnés. Et les décisions lors des COP sont prises habituellement par consensus. Donc, vous en comprendrez que tous les États n'ont pas les mêmes défis, n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes capacités. Donc, ça rajoute vraiment une complexité à la prise de décision parce qu'on a tout de même 185 pays autour de la table qui essayent de se mettre d'accord sur le strict minimum qui est à respecter. Et après ça, certains pays peuvent décider d'en faire plus, bien évidemment.
Donc, sinon, ben, il y a, en fait, la CDB s'est dotée d'un secrétariat aussi qui a essentiellement un rôle d'appui et d'assistance. Donc, une fonction essentielle du secrétariat est d'organiser justement la tenue de COP et d'autres réunions importantes aussi pour faciliter les discussions, les négociations entre les parties. Le secrétariat joue aussi un rôle important au niveau de la collecte de l'information et la diffusion de l'information pertinente reliée à la biodiversité auprès des autres parties aussi pour fournir en quelque sorte une base solide, là, une base scientifique sur laquelle les décisions pourront être prises par la suite parce qu'évidemment, au bout de la ligne, on souhaite des décisions politiques qui soient éclairées par la science, idéalement. Là. On s'entend là-dessus. Et dans une moindre mesure, sinon, ben, le secrétariat appuie aussi les gouvernements à mettre en œuvre la convention, mais j'y bien dans une moindre mesure parce que le secrétariat de la CDB a des ressources quand même limitées. Ce n'est pas un énorme secrétariat si on le compare à celui sur la convention sur les changements climatiques, par exemple. De mémoire, le secrétariat ici à Montréal, il y a 120 employés. Ça ne fait même pas un employé par pays, là, si on fait le calcul rapide. Donc, les ressources sont vraiment limitées. Et puis sinon, ben, pour atteindre les objectifs, la CDB il est aussi soutenue justement par les protocoles un peu plus thématiques, comme celui de Carthagène, justement, ou celui de Nagoya, qui a été adopté aussi en 2010. Et la CDB, ben, elle interagit avec d'autres traités environnementaux internationaux. Donc, c'est pas hermétique, là. Il y a quand même des interrelations, bien évidemment. C'est complexe la biodiversité. Il y a des liens avec le climat, il y a des liens avec tout plein de sujets. Pour donner quelques exemples, ben, elle a interagi avec la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Elle a interagi aussi avec la Convention Ramsar qui porte sur les zones humides d'importance internationale et aussi, pour en nommer encore d'autres, la Convention sur la conservation des espèces migratrices à la faune à la faune sauvage. Et il y a aussi l'accord, par exemple, qui vient tout juste d'entrer en vigueur il y a 1 ou 2 mois environ, qui a le traité sur la haute mer. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait forcément des interrelations et des interactions, puisqu'on parle ici aussi de biodiversité marine, veut pas. Donc, on peut peut-être changer de diapositive. OK, parfait. Merci, j'avais pas vu. Génial. Donc, pour les acteurs, ben, il y a plusieurs acteurs, évidemment. Mais le régime repose essentiellement, en fait, principalement sur les partis, donc sur les États. Et ce sont les États vraiment qui sont autour de la table de négociation, qui vont prendre des décisions, qui négocient ensemble. Et ben, il s'agit tout de même de droit international ici. Donc, ce sont vraiment les États qui sont au cœur de ces régimes-là parce qu'il n'existe pas d'entité supranationale au-dessus des États. Là. On n'a pas de gouvernement mondial, là, évidemment. Mais il y a tout de même d'autres parties prenantes qui gravitent autour de ces régimes-là. Et je pense ici, entre autres, à des acteurs qui peuvent participer au COP comme observateurs, par exemple des gouvernements non centraux, des gouvernements des provinces, là, par exemple, le Québec en est un qui participe, surtout dans les dernières années, de manière plus assidue au COP sur la biodiversité. Il y a aussi des organismes non gouvernementaux comme des ONG, les communautés autochtones aussi, évidemment, on ne peut pas les passer sous silence sur la question de biodiversité, des acteurs privés, des entreprises et aussi le milieu scientifique, donc les institutions académiques. Puis, ces acteurs-là, qui ne sont pas des États, ben, ils vont tout de même avoir la tâche, en fait, ils vont essayer d'influencer la prise de décision des partis. Puis, c'est une influence qui peut se faire de différentes façons, que ce soit de manière plus formelle ou même informelle. Mais on va y revenir un petit peu plus tard lorsqu'on va parler du déroulement de la COP. Puis sinon, je pense qu'on peut revenir juste à la dernière, l'IPBES. Oui, exact. L'IPBES, que vous connaissez peut-être, Annie l'a mentionné tout à l'heure, c'est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est un très long nom, mais voilà, c'est l'IPBES qui joue un rôle clé au sein de la gouvernance mondiale de la biodiversité, mais c'est tout de même une entité qui est indépendante de la CDB. Donc, ce n'est pas sous la CDB, là, c'est vraiment à part. Mais depuis sa création en 2012, ben, l'IPBES a quand même pour mission de fournir des évaluations à jour
scientifiques sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques à l'échelle mondiale, régionale, nationale. Donc, c'est certain que l'IPBES, il fournit des connaissances scientifiques, donc des bases pour orienter par la suite la prise de décision lors des cas. Donc, c'est vraiment un lien entre science et politique que l'IPBES essaye de faire. On peut passer à la prochaine diapo, merci. Au niveau des négociations, donc comment se déroulent les cas? En fait, pour commencer, c'est que avant les COP, parce qu'on n'arrive pas à une COP aux 2 ans en n'ayant rien préparé à l'avance, évidemment, il y a du travail qui se fait entre les COP. Le monde n'est pas en arrêt pendant 2 ans. Donc, avant les COP, il y a des réunions de groupes de travail qui portent sur différentes thématiques. Mais il y a aussi des rencontres intersessionnelles qu'on appelle. Ce sont comme des sessions préparatoires de différents organes subsidiaires. Ici, je vous ai mis les acronymes à l'écran, le SAPSTA, le SBI, le SBI-VG. Ce sont tous des organes subsidiaires, en fait, qui appuient la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité, de la CDB, ultimement. Et puis, ces rencontres intersessionnelles-là, elles ont lieu environ 1 à 2 fois par année, dépendamment des années. Lorsqu'il y a des COP, il y en a peut-être 2 ou 3, un petit peu plus. Mais ce sont vraiment des rencontres clés parce que c'est en quelque sorte des pré-négociations, si on veut, en amont des COP, parce que les délégations qui sont présentes, ben, elles viennent clarifier des positions, formuler des propositions de décision qui, par la suite, vont être acheminées à la COP sous forme de recommandations. Donc, il y a vraiment un travail là, qui se fait en amont lors de ces rencontres intersessionnelles. Puis, c'est par la suite la COP qui va poursuivre la négociation et ultimement l'adoption de ces éléments-là, souvent avec des modifications, mais ça fait quand même qu'on ne part pas d'une page blanche lorsqu'on arrive à une COP. On a quand même une décision déjà préformulée un peu qui pourra changer évidemment au fil de la COP. Sinon, ben, ensuite, pendant la COP, les délégués participent à des séances plénières où est-ce qu'on discute des grandes lignes, des objectifs. Il y a aussi, on peut mettre sur pied des groupes de travail plus spécifiques qui vont discuter de certains enjeux plus en détail, là, plus particulièrement. Et les négociations, ben, elles se déroulent à la fois dans des cadres formels et informels. C'est sûr que formel, c'est davantage en plénière, alors qu'informel, ben, vous vous doutez qu'il y a un peu de négociation, on ne veut pas, en coulisses, autant entre les États, mais c'est aussi un moment pour les acteurs, justement les non-gouvernementaux, donc les observateurs, d'aller aussi influencer les négociateurs et ceux qui vont prendre des décisions, entre autres. Puis, finalement, ben, la COP, elle se termine par l'adoption des décisions qui, comme on a dit, sont adoptées normalement par consensus. Et une fois que les partis ont ce consensus-là, c'est là qu'on adopte formellement en plénière les décisions. Sinon, la présidence, elle joue un rôle qui est celui de faciliter les discussions. Donc, elle aide à résoudre les désaccords, à guider les participants aussi vers un certain consensus. Et la présidence, lorsqu'elle voit une impasse, par exemple, ben, elle peut venir proposer des textes qui viennent proposer un espèce de compromis pour tester le terrain et voir qu'est-ce qui peut passer auprès des partis qui sont présents. Donc, on a vu tout plein de théories, mais je vous propose de prendre un cas concret pour illustrer comment tous ces éléments-là viennent s'opérationnaliser sur le terrain. Et le cas de la COP 16, ben, c'est la plus récente COP, donc c'est logique de prendre celui-là. Comme Annie a expliqué, la COP 15, juste pour vous mettre en contexte, la COP 15 en 2022, qui a eu lieu à Montréal, a adopté le cadre mondial Économie Montréal avec les objectifs décennaux, donc à l'horizon 2030, qui est notre nouveau plan stratégique décennal finalement. Donc, la COP 16 en 2024, tenue à Cali en Colombie, ben, elle vient vraiment s'inscrire dans un contexte de mise en œuvre du cadre mondial. Donc, on est en 2024, il nous reste 6 ans pour mettre en œuvre ces objectifs-là, ces cibles-là. Donc, c'était ça le contexte de la COP 16. Et aussi, en parlant du rôle de la présidence, la présidence, elle peut quand même essayer de donner un certain ton ou passer un certain message lors de COP, donc donner un peu sa couleur lorsque le pays accueille une COP. Et le ton ou la couleur que la présidence colombienne voulait donner à la COP 16, c'était le fait de dire que à Cali, ça va être la COP de la gente, ça veut dire la COP des gens.
Donc, elle voulait inclure grandement, dans la mesure du possible, là, bien évidemment, des structures qui existent, l'ensemble des parties prenantes. Donc, les observateurs dont on parlait, la société civile, communauté autochtone, communauté scientifique, entreprises, etc. Et ça s'inscrit aussi avec l'approche du cadre mondial qui promeut en fait une approche pansociétale. Donc, le cadre mondial, ce sur quoi elle mise, c'est sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société. Donc, le cadre mondial ne veut pas que ce soit seulement les États qui mettent en œuvre, mais qu'il y ait tout plein d'acteurs aussi qui ont des impacts sur la biodiversité, qui viennent aussi aider à mettre en œuvre finalement ce cadre mondial-là et à intégrer la biodiversité dans leurs activités. Donc, cette vision-là de COP des gens, elle s'est traduite dans une décision en particulier, là, par exemple, à la COP 16, qui est celle d'avoir créé l'organe subsidiaire 8J. Juste pour la petite histoire, pendant 20 ans, un petit peu plus, il y a eu un groupe de travail sur l'article 8J de la Convention. L'article 8J qui porte sur la reconnaissance et la valorisation des savoirs des communautés autochtones. Et c'était supposé être un groupe de travail temporaire, mais bon, ça a duré plus de 20 ans. Donc là, la COP, en fait, les parties ont décidé de le transformer en un organe subsidiaire permanent pour que les communautés autochtones soient représentées de manière permanente, en fait, dans les travaux de la CDB. Donc ça marque un précédent quand même assez majeur là, dans la gouvernance mondiale de la biodiversité et même environnementale en général, parce qu'à ma connaissance, ça n'existe pas. En tout cas, Annie, tu me diras si je me trompe, mais ça n'existe pas dans d'autres conventions à ma connaissance. Et évidemment, sur place, ben, il y a eu une grande mobilisation en faveur de cette décision historique, là, finalement. Et sinon, on ne passera pas à travers l'ensemble des décisions parce qu'il y en a une vingtaine là, à peu près, mais juste pour vous donner quelques idées du genre de décision qui se prend au COP, il y avait par exemple une décision sur la biodiversité marine, par exemple, sur les synergies aussi entre biodiversité, climat, santé. C'est ça, entre autres. Puis sinon, à la fin de la COP 16, on n'avait pas passé à travers tout l'ordre du jour. Il y a des décisions qui sont restées en suspens, dont celle sur le financement et le cadre de suivi. Et ben, c'est beaucoup trop important, en fait, le financement et les indicateurs pour attendre jusqu'à la COP 17 pour traiter cet enjeu-là. Il y a eu comme une COP 16, partie 2 extraordinaire, si on veut, qui a eu lieu à Rome en février 2025. Et à ce moment-là, on a fini par adopter le financement et le cadre de suivi parce que les parties se disaient on ne peut pas aller de l'avant sans du financement pour mettre en œuvre et sans indicateurs pour mesurer nos progrès ou nos limites rencontrées. Et déjà en 2025, il ne restait que 5 ans pour mettre en œuvre le cadre mondial. Donc, c'est à Rome que ça a été adopté finalement quelques mois après la fin de la COP 16, partie 1. Et on peut passer. Ouais, merci. Puis, ben, finalement, on parle des COP. C'est sûr que les COP, c'est un moment fort, c'est un moment très important, mais ce n'est pas une finalité en soi, dans la mesure qu'une fois que les COP sont terminés, ben, le travail n'est pas fini. Donc, il y a quand même une responsabilité après ça, après la COP, de retour à la maison, si on veut, de la part des États qui doivent après ça mettre en œuvre, concrétiser leurs engagements. Puis, ça se traduit notamment par l'adoption de NBSAP. Il s'agit en français des stratégies et des plans nationaux pour la biodiversité. Donc, ce sont des stratégies, des plans qui détaillent comment les États comptent entreprendre la mise en œuvre du cadre mondial, là, dans ce cas-ci, sur leur territoire. Je vous donne un exemple. Le Canada a adopté son NBSAP à l'été 2024, qui est la stratégie pour la nature 2030. Et le Québec, ben, bien qu'il n'était pas obligé techniquement parce qu'il n'est pas un État parti, mais il s'est tout de même déclaré lié à la CDB, ben, il a décidé volontairement, si on veut, d'avoir son propre NBSAP, qui est le plan nature qui a été adopté en octobre 2024. Puis sinon, ben, c'est aussi important que les partis, en fait, il est attendu que les partis élaborent des rapports nationaux. C'est en quelque sorte la reddition de comptes pour voir quel est le progrès qui a été fait au niveau de la mise en œuvre, quelles sont les limites qui ont été rencontrées. Puis la prochaine COP 17, qui va avoir lieu en 2026 en Arménie,
octobre ou novembre, je suis plus sûre du mois, mais à la fin de l'année 2026. Ben, la COP17, elle va se baser sur les rapports nationaux, justement, pour voir quelles sont les limites, où est-ce qu'il faut redoubler d'efforts, c'est quoi les objectifs qu'on est déjà capable d'atteindre, pour après ça faire une espèce de bilan mondial, si on veut, pour voir quels sont, où est-ce qu'il faut redoubler d'efforts, et puis qu'est-ce qu'il faut changer, en fait, d'ici 2030, parce qu'en 2026, il va rester déjà seulement 4 ans. Donc, c'est ça un peu le plan de match, si on veut, pour la COP17 en très grande ligne, là. Donc, ben, en conclusion, vous l'aurez compris, là, c'est vraiment complexe quand même la prise de décision au niveau de la CDB. On n'a même pas abordé là, toutes les autres conventions qui touchent à la biodiversité, mais ça vous donne déjà quand même un bon portrait là, de à quel point c'est complexe, la quantité d'acteurs qu'il y a, les intérêts politiques, et ainsi de suite. Donc, vous comprendrez que les États doivent agir après ça pour mettre en œuvre, mais il y a également toute l'autre variété d'acteurs qui vient entrer en jeu pour la mise en œuvre, y compris la communauté scientifique là, dont vous faites partie ici dans la salle. Donc, merci. Puis je pense qu'on a du temps pour la période de questions, normalement, je crois. Oui, effectivement, on a du temps pour une période de questions. Si les gens n'en ont pas, moi j'en ai tout plein. Bon, je vais commencer. Euh, on parle souvent dans les COP climat qu'il y a une grande présence des lobbyistes des ressources naturelles qui font pression puis qui débalancent la prise de décision puis la présence aussi de délégués et même de membres de la communauté civile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les COP biodiversité? Est-ce qu'il y a des groupes plus opposants ou des personnes qui ralentissent le processus? Ben, à la base, il y a beaucoup plus de lobby dans la COP climat que dans la COP biodiversité. Tu sais, à la base, parce que les COP biodiversité ont beaucoup été vues comme des COP beaucoup plus techniques. Donc, historiquement, il y en avait moins. C'est sûr que là, il y en a eu, par exemple, dans les périodes où il y a eu l'adoption du protocole de Carthagène sur les OGM. On comprend qu'il y avait du lobby du milieu agricole, de plusieurs secteurs d'activité qui étaient présents. Même chose pour le volet du protocole de Nagoya. Mais sinon, il y en a, tu sais, ce lobby-là joue directement et indirectement. C'est qu'il peut jouer directement parce que les COP, comme ils accueillent des parties prenantes, euh, ils peuvent donc intervenir comme, par exemple, si vous faites partie du milieu syndical, ben, vous pouvez interagir comme partie prenante, mais aussi les États peuvent accueillir ces lobbies-là directement dans leur délégation. Donc, c'est plus difficile à savoir, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des recherches pour aller voir qui sont les représentants canadiens, par exemple, dans les COP. Puis là, ça nous permet de voir ces personnes-là, ils n'ont pas nécessairement accès. C'est pas eux qui négocient, OK? Les négociateurs ont vraiment un mandat de négociation spécifique lié avec le gouvernement. Eux peuvent pas aller assister dans les rencontres informelles qu'on appelle ou dans ces volets-là, mais ils peuvent suivre quand même, puis ils peuvent avoir des briefings qu'on appelle là, du gouvernement, des négociateurs qui ont lieu au COP. Euh, et aussi, fait que c'est ça. Ça se fait à ces deux niveaux-là. Par contre, faut pas se leurrer sur. Tu sais, souvent, on voit le lobby comme étant toujours quelque chose de négatif, mais les ONG aussi exercent des pressions pour le renforcement, puis tu sais, c'est aussi un travail de lobby à ce moment-là qu'ils vont exercer dans une perspective tu sais, de bien, de bien commun, mais encore là, on peut ne pas être d'accord avec certaines stratégies qui sont évoquées par le monde des ONG, et ça fait partie intégrante de notre univers démocratique. Tu sais, c'est-à-dire que OK, s'ils ne sont pas là directement, mais le secteur pétrolier vont attendre les États à la maison avec une brique et un fanal s'il y a trop de choses qui sont proactives sur certaines questions. Fait que, tu sais, ces COP-là n'ont pas lieu de manière complètement autarcique. Donc, c'est sûr que directement et indirectement, les différents lobbies vont exercer une influence parce que ces décisions-là, malheureusement, tu sais, souvent, on va me poser la question sur le volet, ouais, mais là, on n'écoute pas la science.
Oui, mais vivre en société, ce n'est pas vivre selon des critères scientifiques. Ça, c'est vivre de compromis. Le vivre ensemble, c'est ça. Avec tous les bons, les meilleurs et le pire de ce que ça veut, de ce que ça veut dire. Après ça, ben, le travail du scientifique, c'est pas juste de dire, ben, les données sont là et vous devriez savoir. C'est aussi un travail comme on fait aujourd'hui, mais de vulgariser les connaissances, de jouer un rôle d'entremetteur, de facilitateur, de vulgarisateur. Et ça, ben, le milieu scientifique n'est pas encore habitué à ça. On commence de plus en plus à le voir, mais même là, tu sais, c'est pas dans toutes les disciplines scientifiques que c'est bien vu d'aller dans les médias, par exemple, pour alerter sur certaines problématiques. C'est pas nécessairement bien vu tu sais, par exemple, en termes de publication scientifique, on publie en français versus en anglais, on sait que ça peut avoir une incidence. Donc, en termes de découvrabilité de contenu, ça aussi, c'est un enjeu. Donc, c'est ça, la problématique, elle est là. Faut l'adresser, mais en même temps, il faut aussi accepter la place qu'elle joue. C'est un peu ce que j'aurais tendance à dire. Si je peux juste rajouter sur une question au niveau justement de la présence lors des COP, là, vraiment des lobbies. Là, on parle vraiment d'acteurs privés, industrie avec ce type d'intérêt-là. Ils sont moins présents aussi parce que les COP biodiversité, il y a moins d'accréditations qui sont données d'emblée. Donc, c'est sûr que ça vient couper là, pas mal de monde des industries qui vont être présents. C'est aussi que il n'y a pas d'accréditation qui est dédiée à l'industrie ou aux acteurs privés. Donc, les acteurs privés, financiers ou industriels, financiers, excusez, ou privés qui sont là, ils sont là soit via l'accréditation gouvernementale. Donc, c'est le gouvernement qui doit accepter de les envoyer. Donc, ils ne peuvent pas faire eux-mêmes la demande d'accréditation, tandis que, à ma connaissance, à la COP Climat, ils peuvent le faire, je crois. Mais c'est sous une Euh, bannière. Ça, c'est quand même sous la bannière bingo, ringo, etc. ouais. Mais c'est ça, donc ça passe soit via le gouvernement ou via, sinon, par exemple, je pense à Finance Montréal qui est présent, mais il est présent via une accréditation ONG. Donc, il n'y a pas vraiment une accréditation à la CDB qui dit business, par exemple. Ça n'existe pas. Donc, c'est sûr que ça vient couper aussi le nombre de représentants de ces milieux-là qui peuvent assister comparativement à la COP Climat. Je poursuis cette même question, peut-être. Est-ce qu'il y a une place durant les COP pour les scientifiques, pour les experts en biodiversité, ou ça devrait être un travail qui est fait en amont au sein de la société civile, au sein dans les médias, pour que les délégations des pays eux-mêmes aillent défendre des intérêts ou qu'il y ait une question à leur agenda qui soit spécifiquement, tu sais, local ou qu'il y a des trucs à défendre? Ou est-ce que ça doit être fait seulement dans le rapport de l'IPS? Tu sais, c'est quoi les actions, les champs d'action, puis les moments d'action pour les scientifiques? J'ai une vision très... En fait, c'est pas tous les chercheurs qui vont être d'accord avec la réponse que je vais donner. Moi, je pense que c'est le rôle du chercheur. D'autant plus, tu sais, si on prend juste l'exemple au Québec et au Canada, ben, nos salaires de profs sont payés par des fonds publics. Tu sais, donc, à partir de ce constat-là, on a un rôle puis une mission sociale qu'on devrait prendre plus au sérieux selon moi. Et donc, ce travail-là, oui, doit se faire dans les COP, avant les COP, après les COP, de manière constante et continue. Mais après ça, il faut aussi qu'on ait les bons canaux pour le faire. Il faut que les gouvernements soient à l'aise d'écouter. Je pense que, puis ça c'est un des enjeux, c'est que récemment, ça commence à changer. Puis la COP à Montréal, si on regarde dans une perspective plus québécoise, a quand même eu cette avancée-là. Je pense que de faire reconnaître l'importance de la question de la biodiversité, parce qu'auparavant, il y avait un schisme là, vraiment, vraiment, vraiment important. La question climatique a presque tout le temps toute l'attention. Mais alors que les deux sont tellement liés que ça fait c'est un peu un paradoxe, là, cet élément-là. Euh, donc, depuis cette COP-là, ça a sensibilisé les gouvernements à agir plus sur les questions de biodiversité. Il y a quand même eu des progrès notables. Tu sais, le plan nature est quand même une avancée substantielle qui n'est peut-être pas nécessairement parfaite à la hauteur de toutes les attentes, mais reste qu'on partait d'un cadre beaucoup plus faible. Et le fait que le gouvernement ait reçu
tu sais, des applaudissements, entre guillemets, de ça, mais ça l'incite aussi à continuer. Fait que je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Tu sais, parfois, quand on est constamment dans la condamnation des actions, ben, ça incite pas le partenaire ou le gouvernement à agir davantage parce que dans leur esprit, il faut garder aussi en tête, il y a une dynamique électorale. Et ça, ben, on peut être fâché de ça ou on peut dire ben, comment on fait pour travailler et vivre avec. Donc, à partir du moment où on accepte cette composante-là démocratique et aussi des visions sur le court terme, bien, comment à court terme, nous, on peut travailler à influencer le débat public pour faire en sorte que cette priorité-là demeure, soit importante et qu'on crée un narratif autour de ça. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire qui est titanesque, mais qui est nécessaire parce que, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, si je vais voir à l'extérieur là, du milieu scientifique avec lequel on parle aujourd'hui, puis je dis, bien, pour vous, c'est quoi juste la définition même de la biodiversité? On ne saura pas vraiment comment le définir. On ne sait pas c'est quoi. Tu sais, c'est protéger des animaux. Tu sais, grosso modo, c'est l'ours C'est polaire. planter des arbres. C'est ça, ça va être le caribou, mais tu sais, il y a bien d'autres choses que ça. Tu sais, quand on parle de diversité biologique. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Tu sais, le bâton de pèlerin du chercheur, pour moi, je crois qu'il est fondamental, il est essentiel qu'on le fasse. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les scientifiques individuellement. C'est le travail c'est le fait de travailler en équipe, dans des collaborations interdisciplinaires. Il y a des professeurs en communication qui sont peut-être beaucoup mieux à même de eux partager puis de trouver les stratégies de com qui permettent de mieux faire passer un message. C'est peut-être pas le biologiste nécessairement, ça peut l'être dans certains volets. Fait que, bref, il y a quand même cet élément-là aussi. Là, c'est pas le poids ne doit pas être mis individuellement aux scientifiques, mais comme groupe, il y a quand même cette réflexion-là qu'on doit entreprendre plus sérieusement. Ouais, puis je pense qu'il y a un défi, ou en tout cas du moins une avenue, je pense qui est super importante, c'est justement de travailler plus ensemble les sciences naturelles et les sciences sociales, politiques, entre autres, parce que justement, c'est super important d'avoir cette interface-là, sciences politiques, parce que, par exemple, moi, je suis une politologue, je m'intéresse à la biodiversité, mais j'ai pas la prétention d'être biologiste. Je veux dire, je comprends certaines choses, je comprends des notions, mais de là à dire que je suis biologiste et que je comprends autant que vous, ben certainement pas. Donc, c'est super important, je pense, d'avoir cette collaboration-là. Oui, pendant les COP, mais moi, je reviens encore avec le fait qu'une COP, c'est pas une finalité, ça fait juste partie du processus. Donc, si on fait rien avant et on fait rien après, ça donne pas grand-chose de seulement aller à une COP et après ça, avoir absolument aucune stratégie avant et après pour que notre message percole ou que nos recommandations scientifiques soient entendues. Parce que émettre de recommandations scientifiques, ben, c'est quand même une partie d'influencer le politique là, également. On avait une question dans le chat. Donc, on dit, j'ai fait une maîtrise sur la génétique d'une plante très endémique globalement et menacée au Canada et qui est non inscrite à l'IUCN. Comment les espèces hyperlocales s'intègrent-elles dans le cadre mondial de gouvernance de la biodiversité? Et la sous-question, comment les projets étudiants à petite échelle peuvent-ils contribuer aux engagements nationaux ou internationaux? Peut-être pas une petite question. Donc, Euh, Effectivement. Ben, vas-y, ben, commence. OK. Ben, je peux y aller. Puis, ben, moi, ce que je dirais, c'est sûr que le cadre mondial, dans ce cas-ci, là, pour cette décennie-ci, ce sont des grandes orientations quand même. Donc, c'est rare qu'on voit inscrite une espèce en particulier. On ne va pas aussi en détail, surtout que ce ne sont pas les mêmes espèces qui sont partout dans le monde, là. Mais je pense que la façon de s'inscrire, ça serait plutôt via les NBSAP, donc plus au niveau national. Puis là, je pense au fait que le Canada en a un. Là, si Canada, c'est peut-être trop loin, ben, le Québec en a aussi un, qui est le plan de nature. Donc, moi, comment je vois ça, ça serait d'essayer de sensibiliser, enfin, nos élus, par exemple, au fait que cette espèce, justement, ben, elle est endémique ici aussi. Et donc, ça devrait être inclus soit dans le plan nature, soit dans la stratégie canadienne pour la nature. Donc, je pense que c'est surtout ce volet-là qui peut être exploré là, dans un cas justement hyper local, ou même les municipalités. Je sais pas la personne vient de quelle municipalité, mais au niveau municipal, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'introduire. Donc, moi, c'est cet angle-là que je prendrais. Puis sinon,
Je peux peut-être l'envoyer dans le chat, il faut juste que je le retrouve, mais il y a aussi la CDB a lancé un outil où est-ce que tout le monde, donc même la communauté scientifique, n'importe qui, il n'est pas obligé d'être un État, peut montrer c'est quoi ses actions concrètes pour la biodiversité, puis ça va contribuer au rapport global, au bilan mondial. Donc, il y a les rapports nationaux, mais la CDB va aussi prendre en considération les actions qui sont posées par des scientifiques, par les communautés autochtones, par des ONG, des municipalités. Donc, c'est un outil dans lequel on peut divulguer, si on veut, volontairement les actions qui sont mises en œuvre là, par certains acteurs qui ne sont pas des États, mais qui contribuent ultimement tout de même aux efforts mondiaux. Donc, je peux essayer de le retrouver rapidement et peut-être l'envoyer dans le chat si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou à titre informatif. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, allez-y. Ah, on ne vous entend pas. Désolé, mon micro, il était désactivé. Merci beaucoup pour cette belle conférence et ces échanges. Donc, ma question est plus d'actualité. Donc, je suis depuis près d'une dizaine d'années les négociations à la CDB. Donc là, je suis plutôt un sujet très chaud qui est le sujet des ressources génétiques numérisées. Donc, les DSI, Digital Sequence Information. Mais j'ai perdu de vue depuis quelques semaines ou quelques mois toute, toute la suite qui est censée être donnée à la création du nouvel organe subsidiaire 8J qui promet d'intégrer dans la gouvernance de la CDB non seulement les savoirs autochtones, mais aussi tout le côté institutionnel des peuples autochtones au sein de la gouvernance mondiale de la biodiversité, au sein de la Convention. Est-ce qu'il y a des suites depuis la COP 16 par rapport à ça? Donc, et aussi, il y a toute la décision qui visait justement lors de la COP 16 à reconnaître et à valoriser l'apport des afrodescendants à la gouvernance mondiale de la biodiversité et à la préservation de la biodiversité de base. Donc, est-ce que aussi il y a des avancées au niveau des discussions sur ces deux décisions-là? Euh, Et- En fait, nous, on vous a fait un portrait très macro. Moi, pour ma part, je n'ai pas suivi les détails de ces décisions. Fait que je ne pourrais pas vous le dire parce que ce sont des sujets d'expertise en soi, chacun d'entre eux. Je ne sais pas si toi, Laura, tu as pu suivre. Ouais, ben moi suivi en ligne ce que je pouvais là, donc j'étais pas en présence. Je peux pas dire que j'ai suivi vraiment assidûment l'ensemble des intersessionnels qui se sont déroulés il y a un mois environ. Ça fait pas si longtemps au Panama, mais j'ai quand même Mhm, suivi globalement là, ce qui s'est passé. Puis il y a eu justement la première réunion de l'organe subsidiaire 8J, et donc c'est là qu'ils étaient supposés en fait adopter ben pas adopter mais rédiger le brouillon de décision, si on veut, qui serait adopté par la suite du modus operandi de ce nouvel organe subsidiaire-là. Par contre, de ce que j'ai vu, il y avait beaucoup de... En fait, ils n'ont pas arrivé à s'entendre, donc c'est quelque chose qui va être reporté à la COP mhm, 17. Donc, il n'y a pas eu d'entente pour c'est quoi le budget, c'est comment que le mécanisme va fonctionner précisément, qui va présider ce mécanisme-là aussi. Puis là, on rentre aussi dans une autre dimension parce que ce ne sont plus des partis nécessairement, parce que là, on parle de communautés autochtones, mais quelles communautés vont être représentées plutôt que d'autres? Donc là, c'est vraiment toute une autre dynamique, puis c'est du jamais vu, en fait, aussi. Fait ça n'a pas été concluant, honnêtement, de ce que j'ai vu. J'ai pas vu de décision claire vraiment qui est sortie de mhm. là. C'est surtout des crochets qui veulent dire qu'il n'y a pas de consensus. Et ben, ça va être reporté, en fait, à la COP17. Puis ça arrive avec beaucoup de décisions, là, en fait. Là, le fait qu'il y a beaucoup de crochets puis qu'on ne s'entend pas lors d'une rencontre intersessionnelle puis que c'est reporté, c'est quand même quelque chose de plus courant que ce qu'on voudrait, je pense. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui arrive. Donc, moi, c'est ça que j'ai suivi par rapport au nouvel organe subsidiaire. Et puis, après ça, pour la décision, justement, sur la reconnaissance de l'apport des communautés afrodescendantes, j'ai pas vu de suite, moi, personnellement. Mais comme je dis, j'ai pas absolument tout suivi là, rigoureusement. Donc, ça se peut qu'il y ait quelque chose que j'avais pas vu. Sinon, peut-être qu'à la COP17, il y aura une suite, peut-être.
Mm. Merci beaucoup. Votre micro est désactivé. Peut-être dernière intervention, Francis, puisque je vois que l'heure file. Oui, merci. Dans le fond, 2030, ça approche bientôt. Puis je me demandais si les discussions avaient déjà commencé pour la suite là, du cadre mondial. Est-ce que vous savez? Pour le après Oui, 2030, pour l'après, c'est ça? Après 2030? OK. Euh, à ma connaissance, non, mais j'ose croire que oui, à quelque part, là, je peux, je On est peux dans voir l'étape de pour la mise qui. en œuvre, en fait, essentiellement, c'est ça. Puis, fait que, disons probablement que d'ici la prochaine COP, tranquillement, certains jalons vont être mis en place, mais c'est des processus qui sont lents, hein. C'est ça qu'il faut se rappeler. J'ai aussi l'impression que selon le bilan mondial là, qui va être fait à la COP 17, où est-ce qu'on va avoir peut-être une meilleure idée justement de où est-ce qu'on a vraiment bien avancé, où est-ce que c'est vraiment difficile, ben, peut-être ça va donner aussi une idée de est-ce qu'il y a des objectifs qui vont revenir parce qu'ils n'auront pas été atteints ou est-ce que tout va tellement bien qu'on va carrément se doter de nouveaux objectifs parce qu'on a tout atteint. Bon, ça reste à voir, là, évidemment, mais je pense que ça va donner une idée aussi de est-ce que on va vers de nouveaux objectifs plus ambitieux ou est-ce qu'on recycle certains objectifs parce qu'on ne les a pas atteints plutôt que de partir d'une nouvelle feuille blanche pour l'après 2030. Il y a très de sens. Merci. Merci beaucoup. Ben, merci tout le monde. Si vous avez des questions, réflexions, discussions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir continuer ces échanges-là. Donc, merci Samuel de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Et si on se revoit pas d'ici les fêtes, joyeuses fêtes à tous et à toutes. Bye bye. Merci beaucoup. Au Bye. revoir. Merci. Bye.